12 ans plus tard, le 7 juillet 2013, un juge new-yorkais avait étudié la requête de l'ex-gestionnaire des Tours Jumelles, le juif Larry Silverstein. La requête est la suivante. Obtenir une compensation des compagnies aériennes dont les avions se sont écrasés le 11 septembre 2001 dans les Tours Jumelles du WTC. Décryptage et révélations sur les enjeux souterrains de l'affaire. Tout le monde en a parlé, même en France. Le Monde, Le Figaro, La Tribune ont été les principaux journaux à évoquer cette nouvelle politico-financière qui avait secoué depuis le 7 juillet 2013 la côte est des États-Unis. Silverstein allait apprendre dans les prochaines heures si sa demande extraordinaire, entamée en 2008, allait être approuvée par un tribunal new-yorkais. Il s'agissait rien moins que la requête d'une compensation financière de 3,5 milliards de dollars pour le préjudice subi par la destruction des tours du WTC, immeuble dont le bail de location a été acquis par l'homme d'affaires au printemps 2001. Dans le collimateur, on trouve les compagnies aériennes United Airlines, American Airlines et Boeing, dont les avions ont été détournés pour perpétrer les attentats. La société de Larry Silverstein, récemment renommée WTC Center Properties, avait déjà reçu 4 milliards de dollars par ses assureurs. Ce montant faramineux n'avait pourtant pas suffi, puisqu'une manœuvre particulièrement audacieuse fut également tentée, en vain, par le promoteur immobilier. Celui-ci voulait doubler la compensation prévue à l'origine, en considérant que l'usage de 2 avions revenait à provoquer un double attentat. Selon les avocats des compagnies aériennes, cette somme était assez importante pour couvrir les frais de destruction, ainsi que la perte économique relative à la location des bureaux du WTC. Le juge Alvin Hellerstein, déjà en charge de centaines de dossiers, liés au 11 septembre, entendait ce jour-là les derniers arguments des parties en litige. S'il devait approuver la démarche entreprise par Larry Silverstein, il reviendrait alors à celui-ci de démontrer exactement la responsabilité des compagnies aériennes dans le détournement de leurs avions. Toutefois, il y a un problème. Un conflit d'intérêts était patent dans la procédure en cours. Avant de devenir juge en 98, le juif Alvin Hellerstein était membre de Strock et Lavan, un cabinet d'avocats qui avait représenté en 2001 les intérêts de Silverstein Properties. De plus, le propre fils du juge, dénommé Joseph Hellerstein, exerce ses talents de juriste pour le profit de ICTS, une compagnie israélienne fondée aux Pays-Bas par des militaires du renseignement qui pourraient devoir rendre des comptes puisqu'elle fut responsable du contrôle des passagers de l'aéroport duquel décollèrent des présumés pirates de l'ère du 11 septembre. L'un des membres du conseil d'administration qui possède ICTS est d'ailleurs un Français, le juif Edward Kuckerman. Kuckerman, et oui, certains auront fait allusion à son père, président du CRIF de l'époque, Roger Kuckerman. Bien que cet aspect soit clanique et communautariste, et fut dénoncé en justice par Hélène Mariani, épouse d'une victime des attentats du 11 septembre, ce même aspect fut passé sous un silence médiatique des plus complets. Au fait, qu'est devenue Hélène Mariani? Vu qu'elle avait donc bataillé en justice durant 12 ans, pour identifier les véritables responsables de la mort de son mari, et accuser nommément Roger Kuckerman, l'ex-président du CRIF, en tant qu'associé de la compagnie israélienne de sécurité, qui laissa embarquer les pirates de l'air, Hélène Mariani fut décédée mystérieusement, selon son avocat, le 30 octobre 2015. Pour avoir pointé du doigt la connexion israélienne du juge en charge de leur litige, Hélène Mariani et son avocat Bruce Lechty avaient été sanctionnés d'une amende au tribunal. Leur faute, la nouvelle plainte reformulée et défendue en 2012,
contre plusieurs compagnies, dont l'israélienne ICTS, aurait été entachée de prétendues insinuations antisémites. 5 ans plus tard, son avocat avait rapporté le décès de sa cliente via un communiqué publié sur un site dédié à leur bataille judiciaire. Selon Bruce Lechty, sa mort, survenue le 31 octobre 2015 mais officialisée le 10 mai 2017, demeure mystérieuse. Après des problèmes de mobilité, Hélène Mariani ne pouvait soudainement plus être apte à communiquer. Cependant, il faut noter les choses suivantes. Dans le texte de leur plainte difficilement défendue en 2012, Mariani et Lechty mettent en cause non seulement le juif Elor Stein, mais également Roger Kuckerman, l'ex-patron juif ultrationniste et islamophobe du CRIF, en raison de son partenariat avec Bazarel, l'homme qui était à la tête de ICTS de 1996 à 2001. Le frère de Bazarel, prénommé Ezra, est retrouvé mort à 53 ans d'une crise cardiaque, détenait 65% de la compagnie mère d'ICTS Catalyst Fund, et le fonds d'investissement dirigé par Edward Kuckerman, par ailleurs porte-parole de l'armée israélienne, aux côtés de son père et de Yair Shamir. Membre d'un parti israélien ultranationaliste, ce dernier, fils de l'ancien premier ministre et agent du Mossad Yitzhak Shamir, a démissionné du gouvernement Netanyahou en raison d'un scandale de corruption impliquant des responsables de son groupe. La revue Intelligence Online présenta par ailleurs cet ex-militaire au gradé comme le lobbyiste israélien de Dassault en Israël. Et puis, le 19 juillet 2013, le juge n'a finalement pas donné suite à la requête de Larry Silverstein. Celui-ci a néanmoins fait savoir qu'il comptait faire appel. Mais voilà, 1 an plus tard, devant un parterre israélien, le propriétaire de la tour 7 allait révéler le mois précis auquel il voulait préparer sa reconstruction. L'information allait circuler et buzzer sur les réseaux sociaux, mais aura été sans aucun doute ignorée par la presse traditionnelle comme prévu. Le 13 mars 2016, un certain Joe, un blogueur basé à Dallas, spécialisé dans la recherche sur les attentats du 11 septembre, et relayé par l'islamologue Kevin Barrett, avait mis en lumière une vidéo publiée sur YouTube le 3 décembre 2014. Il s'agissait d'une conférence donnée en Israël par Silverstein à propos de cette reconstruction du WTC. L'intérêt de la vidéo se trouve à la 58e minute, où l'homme révèle que la première planification architecturale de la nouvelle tour 7, construite en 2002 à la suite de la destruction de l'ancienne, remontait déjà à avril 2000. We got the designs of a building. And the first design meeting was in April of 2000. And construction began shortly thereafter in 2002. L'intérêt de tels propos techniques, ils viennent contredire tout simplement la version officielle sur ce point spécifique de l'épisode précédent. Le chaos, devant un public israélien, Silverstein avait révélé avoir préparé sa reconstruction 17 mois avant les attentats, une information contredisant tout simplement la version officielle, selon laquelle la tour 7, possédée par lui, construite en 83, ouverte en 87, et ainsi détruite dans l'après-midi du 11 septembre 2001, par la prétendue propagation de feux de bureau, avait été repensée et reconstruite dans les mois suivants. Deux documents officiels illustrent d'ailleurs cette version. L'un provient d'un article universitaire de 2012, coécrit par Silverstein
et dans lequel le propriétaire de la Tour 7 affirme que leur première planification architecturale remonterait à moins d'un mois après le 11 septembre. Et de l'autre, c'est un encart promotionnel de la Silverstein Properties, compagnie fondée par lui, dans lequel il est fait état de la première planification architecturale remontant à fin 2001. Conclusion, ce promoteur juif pro-israélien avait donc menti ouvertement, parce qu'il avait déjà planifié sa reconstruction 17 mois avant les attentats, et non après. Je vous laisse juge de la situation. Septembre 2001, à 17h. La chaîne CNN avait retransmis en direct une allocution d'Ariel Sharon. Premier ministre depuis le mois de mars, l'homme est le premier leader étranger à tenir un discours ferme à la suite des événements de New York et du Pentagone, qualifié de tournant dans la guerre contre le terrorisme. Comme le souligne le journaliste Robert Fisk, Sharon fera rapidement un parallèle entre Oussama Ben Laden, accusé d'avoir commandité les attentats, et son adversaire historique, Yasser Arafat. La diabolisation de la cause palestinienne disposait là d'un atout majeur. Dès son arrivée au pouvoir, l'ancien général s'est empressé de mettre la lutte contre le terrorisme à l'agenda international du jour. Ce thème fut au cœur de sa première rencontre officielle, le 20 mars 2001, avec le président Bush, un partenaire idéal aux yeux du Likoud. Sur la scène médiatique, Sharon tenta de gommer son image d'extrémiste, héritée de son implication dans le massacre de Sabra et de Shatila. Après une guerre, les choses se passent différemment. Mais vous savez que nous n'avons pas perdu une seule guerre dans ces 50 dernières années, et pourtant, malgré tout, parce que nous voulons la paix, parce que nous sommes intéressés par la paix, nous sommes prêts à faire des concessions. 10 ans plus tard, la diversité des réactions au sein du gouvernement israélien se faisait ressentir lors du déroulement des attentats. Apprenant le crash du premier avion, Sharon aurait fait savoir qu'il s'agissait probablement d'un jet. Découvrant les images en direct de l'impact du second avion et celle des tours embrasées, le premier ministre israélien, entouré de ses conseillers, se serait alors muré dans un silence. L'homme qui fut son ministre de la Défense, Benjamin Ben Eliezer, fit savoir qu'il aurait appris, à ce moment-là, et auprès du chef du renseignement militaire, qu'il s'agissait d'Al-Qaïda. Cette rapide mise en accusation du groupe d'Oussama Ben Laden a été également formulée par le prédécesseur d'Ariel Sharon, Ehud Barak. Une heure à peine après la désintégration de la Tour Nord, Barak est en direct de Londres, sur le plateau de BBC Monde. L'interview est édifiante. Barak pointe déjà Al-Qaïda et donne presque la feuille de route pour en finir avec le terrorisme. The world will not be the same from today on. It's an attack against our whole civilization. I don't know who is responsible. I believe we will know in 12 hours. If it is a kind of Bin Laden organization, even if it's something else, I believe that this is the time to deploy a globally concerted effort led by the United States, the UK, Europe and Russia against all sources of terror. L'homme semble réciter un script pré-rédigé sur le thème, bientôt en vogue, de la guerre contre la terreur. Dès ses premiers mots, le ton est donné. Moins de 30 secondes après le début de son intervention, et avant toute déclaration officielle aux États-Unis,
Barak avait déjà désigné Ben Laden comme le probable auteur des attentats. Il n'omet pas d'accabler au passage les États voyous, que seraient l'Iran, l'Irak ou la Libye, et de préciser que la guerre devrait durer entre 6 et 10 ans. That will not let them land at any airport and will isolate automatically any nation that is ready to host terror or support them. And by doing this consistently along 6 or 10 years, we will reduce dramatically this challenge to all our way of life. We know where other terror cells are living. We know that Ferganskaya Dolina in Central Asia is a major route for drugs, but at the same time major route for terror. We should cooperate with preemptively. both preemptive and by diplomatic means, namely rogue states. There are 5 of them: Iran, Iraq, Libya, North Korea. These kind of states should be treated as rogue states. I believe that the world intelligence community, in a concerted effort, can identify within few months the sources of this terror. They can identify the places where they are deployed on Earth. Every such a place is within certain country. Ben Laden sits in Afghanistan. Lorsque Barak suggère également qu'il faudra intervenir en Afghanistan pour trouver Ben Laden, le journaliste l'interrompt, lui faisant remarquer que rien ne permettait, à cette heure, d'incriminer le leader d'Al-Qaïda. Barak se reprend, mais continue néanmoins d'insister sur l'importance de l'Asie centrale pour débusquer les terroristes. À la fin de l'entretien, en tentant d'accabler Arafat, Barak avait presque commis un lapsus, remarqué par de nombreux internautes. And the same applies to even to leaders like Arafat. We heard him just recently condemning this. I praise him for this condemnation, but he personally is responsible for many terror events that happened in the last few years. Recently condemning this. L'ingénieur de formation qu'il est rappelle au préalable que le dirigeant palestinien avait condamné quoi déjà, avant de s'interrompre et de rebondir sur une nouvelle phrase. Beaucoup y ont entendu le mot-clé, presque lâché incidemment, tel que « explosion ». Or, ce terme sera rapidement banni du langage politique et médiatique de la journée, malgré les dizaines de témoins sur le site du WTC, attestant avoir entendu le bruit de bombes avant et pendant ce qui sera qualifié d'effondrement des tours jumelles. We heard a loud explosion coming from the area of Building 2, and at that point, Building 2 was collapsing. We saw the top begin to blow out in a plume of smoke, and we heard the noise associated with an implosion. I was about 5 blocks away when I heard explosions, 3 thuds, and turned around to see the building we just got out of, antenna tip over and fall in on itself. And then all of a sudden 3 tremendous explosions, and everything started coming down. All the way down. So it's like boom, 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 boom. From far away, boom, boom. And you heard the boom, 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 boom. Heard a big explosion before the building fell? I saw it as it was happening, and it sounded as if you had 100 of those black cat firecrackers and it lit them all off at once. That's what it sounded like. It sounded like the finale of the 4th of July. As the first tower came down, there were a series of explosions. It was like boom, boom. You could hear the echoes of the explosions echoing off the different buildings. The detonation started, and they went boom, boom, boom. They were a little less than a second apart. Below the fire, I saw from the corner, boom, 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 boom. Just like 20 straight hits. Second tower number 1, the second tower collapsed. It was the exact same series of detonations. And it started to sound like firecrackers. Crack, 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 crack. And we looked up, and the second tower was coming down. Quelques heures plus tard, Barak sera à nouveau invité dans les locaux de la chaîne publique britannique, cette fois-ci sur BBC2, en compagnie de figures phares du néoconservatisme regroupées dans un laboratoire d'idées dénommé Project for the New American Century, tels Richard Perle et Frank Gaffney du Center for Security Policy. Barak déploya la même fougue
pour inciter le monde libre à partir en guerre contre les groupes terroristes et les États qui les abritent, incluant pêle-mêle le Hezbollah, le Hamas et la Libye dans les cibles visées. Le lendemain, Barak tiendra le même discours belliciste dans l'émission Hard Talk de la BBC, contredisant au passage la future assertion selon laquelle le Mossad avait vaguement averti l'autorité américaine, au cours de l'été 2001, d'une menace terroriste imminente, provenant d'un Ben Laden lié à l'Irak. L'ex-dirigeant israélien sera encore longuement interviewé sur le plateau de la chaîne américaine ABC, comparant toujours Arafat au leader d'Al-Qaïda. En 2001, après avoir quitté son poste de Premier ministre, Barak exerçait officiellement ses talents au sein de SCP Partners, une firme d'investissement fondée en 1996 et basée aux abords de Philadelphie. Cette compagnie était notamment spécialisée dans l'apport de capitaux à destination du secteur israélien de la haute technologie. SCP Partners disposait également d'un bureau dans la ville d'Englewood, située dans le New Jersey. Au sud, à moins de 10 km, une compagnie fictive avait installé en 1997, dans la bourgade de Wioken, à proximité de Manhattan, ses locaux toujours référencés dans les registres commerciaux, tels que Urban Moving System, l'antenne des services secrets israéliens, maladroitement déguisée en société de déménagement. Responsable opérationnel de la mise en place de cette fausse couverture, le directeur du Mossad, en poste le 11 septembre 2001, était Ephraim Halevi. Exerçant ses fonctions depuis 3 ans, il avait réussi à gagner la confiance d'Ariel Sharon et Ehud Barak, alors qu'il devait sa nomination à leur prédécesseur, Benjamin Netanyahu lui-même.